sommes donc de retour dans cette édition du 4 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure et vient de retrouver notre première interview macro de l'année avec notre invité Julien Chevalier. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, merci Julien d'être avec nous ce matin. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Julien, on va revenir avec vous sur la première journée de bourse de l'exercice 2024. Première parce que elle pourrait être, selon moi, selon vous, peut-être éventuellement le reflet de ce qui se passera sur 2024 pour une simple raison, c'est que les marchés ont compris que l'écart de baisse de taux annoncée par la Réserve fédérale américaine et celle escomptée par les marchés financiers était trop important. Du coup, on a assisté à une hausse des rendements obligataires et du coup, par la force des choses, un recul des actions à forte intensité capitalistique. Est-ce que c'est le scénario auquel il faut s'attendre tout au long de l'année, Julien? Tout d'abord, mes meilleurs vœux aussi à vous et à TV Finance concernant la journée de mardi et ce qu'on peut anticiper par rapport aux perspectives 2024. Moi, je pense que globalement, on restera d'un point de vue à la fois des marchés actions et obligataires en baisse à la fin de l'année 2024. Non seulement parce que la situation économique risque de se détériorer, parce que les faillites d'entreprises risquent d'augmenter, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais aussi parce qu'il y a aussi des craintes de récession, et puis il y a des baisses de taux annoncées qui montrent une certaine fragilité de la part notamment des États-Unis. De l'autre côté, je pense que l'inflation restera supérieure à 2%, parce que l'objectif aussi, c'est de maintenir un coût de la dette le plus faible possible dans une période où le taux d'endettement à la fois public et privé est extrêmement élevé partout dans le monde et notamment dans les pays avancés. Globalement, donc je pense qu'on terminera l'année avec des pertes sur les marchés actions et obligataires parce que je pense que les marchés ne perçoivent pas la baisse des taux forcément comme une aubaine, comme ça peut être le cas par le passé, mais plutôt comme un signe de détresse sur l'économie. On a pu le voir, que ce soit notamment au moment de la bulle Internet en 2000 ou alors pendant la crise des subprimes 2007-2008. Les moments les plus fragiles, si je peux dire, c'était à partir du moment où la Fed, en l'occurrence, commençait à baisser ses taux d'intérêt parce que les marchés en fait commençaient à perdre confiance en fait dans la crédibilité de la banque centrale, à la fois à maintenir une certaine résistance de l'économie, et puis en l'occurrence, dans l'époque actuelle, à véritablement lutter contre l'inflation pour qu'elle atteigne 2%. Quand on analyse la publication hier des minutes du FOMC, on se rend compte qu'il y a encore deux clans au sein des décisionnaires, au sein des présidents des réserves fédérales américaines. Un clan qui pense que la lutte contre l'inflation facile, entre guillemets, est gagnée, c'est-à-dire qu'en fait, naturellement, les chaînes d'approvisionnement et les marchés du travail ont été résilients et que maintenant, le gros du boulot reste à faire, c'est-à-dire que les entreprises ont vu que leur marge rétrécissait, donc du coup, par la force des choses, elles vont jouer à plein l'effet prix, ce qui pourrait être source d'inflation encore importante. Et puis, il y a l'autre clan qui estime que les entreprises n'ont plus de capacité de jouer sur l'effet prix, donc à la force des choses, l'inflation va naturellement diminuer. On comprend effectivement que ce n'est pas encore totalement gagné. Julien, il y a un autre point sur lequel il est important de revenir pour cet exercice 2024, c'est mettre en avant le fait que ça va être une année électorale. Et dans des zones économiques clés, je pense évidemment aux États-Unis, on en a tous conscience, mais également, on en parle moins, en Inde et en Russie. Comment est-ce que vous interprétez, quels sont les scénarios qu'il faut privilégier eu égard à ces nombreuses échéances électorales et quel va pouvoir être éventuellement leur impact sur les marchés financiers? En effet, près de 60% du PIB mondial est concerné, avec des pays, si je peux dire, très importants dans l'évolution de l'économie mondiale et dans l'évolution géopolitique. On sait qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis, à Taïwan, en Indonésie. On sait qu'il y en a aussi en Russie. On sait qu'il y en a au Mexique. Il y a des élections législatives partout aussi dans le monde. Il y en a en Europe, évidemment. Il y en a en Inde. Il y en a aussi en Iran. Certaines élections certains résultats sont connus à l'avance. D'autres, je pense notamment à la Russie, avec peut-être une prolongation de Poutine jusqu'en 2030 et peut-être même plus. Donc certains résultats sont connus à l'avance. Le plus important, c'est certainement du côté américain. On voit que ça pourrait se jouer entre Trump et Biden, évidemment, mais Trump a pas mal
de problèmes judiciaires en ce moment, avec notamment des États qui le jugent inéligible à la primaire républicaine. Donc là-dessus, on n'est pas encore certain. Même si, alors, je vous coupe un instant, Julien, sur ce point très précis de cours fédérales qui ont déclaré Trump inéligible, il a fait appel auprès alors c'est du conseil, c'est l'équivalent du conseil, c'est le conseil des sages, l'équivalent du conseil constitutionnel, la cour fédérale, voilà, la cour fédérale, qui est détenue en majorité par des démocrates, hein, par des républicains, du coup, par la force des choses, il y a une probabilité assez importante que Trump soit de nouveau candidat et peut-être même encore président, un président complètement contestable. Bon, je vous laisse, pardon, excusez-moi. Bien sûr. Non, bien sûr. Ce que je pense qui est intéressant de regarder, du coup, c'est évidemment la situation américaine. Il y a une année électorale qui s'ouvre, donc la situation économique dans le pays est à suivre et ça jouera évidemment fortement sur les résultats le 5 novembre prochain, donc au moment de l'élection présidentielle. Ce qui est évident, c'est que c'est une année du coup d'incertitude, ça créera beaucoup de volatilité sur les marchés. Et puis, du fait que 60% du PIB mondial est concerné par des élections, il y aura évidemment des bouleversements économiques, géopolitiques et financiers à la suite de ces élections, surtout si les résultats sont évidemment très différents du statu quo. Par exemple, on sait que si Trump est au pouvoir, il pourrait très bien reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui évidemment provoquerait une certaine volatilité chez les marchés dans la situation très compliquée actuelle. Une des conséquences de l'arrivée de Trump au pouvoir, de l'éventuelle arrivée de Trump au pouvoir, ce serait une redéfinition, un recalcul des dépenses budgétaires et une réorientation des dépenses budgétaires, en fait, en réalité. Merci, Julien, pour ce point sur ces nombreuses échéances électorales au cours de l'exercice 2024. On va faire un focus sur les États-Unis. Est-ce que beaucoup d'analyses, d'observateurs, de commentateurs, de macroéconomistes estiment que le risque de récession aux États-Unis est derrière nous, que la Fed, qu'on se dirige vers un soft landing, donc c'est un atterrissage en douceur de l'économie, sans récession. Est-ce que c'est l'anticipation que vous faites, vous ? Ce qui est évident, c'est que l'année 2023 on a surpris beaucoup. Moi, le premier, parce que la croissance américaine a été très importante. Il y a eu un soutien très fort de la part du Trésor et de la Fed, ce qui n'est pas à négliger, parce que même si la Banque centrale a resserré sa politique monétaire et a réduit son bilan, on remarque que la masse monétaire en circulation n'a pas diminué, parce qu'elle a mis elle a instauré un programme en mars dernier à la suite de la crise bancaire qui permettait aux banques américaines d'être soutenu dans cette période d'instabilité financière de mars et puis des mois qui suivaient. D'un point de vue du coup de l'économie, on finit avec une année en croissance, en forte croissance. Le risque de récession n'est jamais écarté, d'autant que même si on finit avec une croissance, on sait qu'il y a plus de 30% de faillites aux États-Unis cette année, ce qui est tout à fait important. C'est une année électorale qui s'ouvre, donc évidemment, il y aura certainement non pas d'augmentation d'impôts ni de réduction de dépenses publiques de la part du gouvernement Biden. On sait qu'il y a aussi un déficit à 8% environ, ce qui est relativement important, avec une dette publique qui est aujourd'hui à 34 000 milliards de dollars. C'est un record historique. Record historique qui ne cesse d'augmenter du fait des intérêts composés. Et on sait qu'aujourd'hui, du fait des intérêts composés qui se cumulent et qui évidemment du coup accroît d'autant plus la dette, on sait qu'aujourd'hui le gouvernement américain paye 2 milliards par jour en intérêt de la dette, ce qui est tout à fait considérable. Là-dessus, c'est surtout à quel point le monde croit dans le dollar et à quel point la confiance dans le système américain perdure. C'est aussi lié à ça. Mais plus précisément par rapport à l'année 2024 et par rapport à un soft landing, je pense que ça restera toujours une utopie, un soft landing. Je suis convaincu que le resserrement monétaire de la part de la Fed aura des effets très dommageables sur l'économie, mais c'est aussi l'effet voulu pour faire descendre l'inflation à 2% et ralentir fortement cette surchauffe de l'économie qui a persisté depuis maintenant 2 ans, qui persiste depuis maintenant 2 ans. Et
Et donc, je vois plutôt et toujours un atterrissage brutal plutôt que… C'est un hard landing, donc comme on dit, hard landing, atterrissage brutal. Du coup, on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique. On va basculer dans la zone euro. La zone euro, hein, où mardi dernier, il y a 2 jours, donc ont été publiés, notamment le PMI manufacturier, qui est ressorti en légère hausse par rapport à ce qu'attendait le consensus, mais nettement en dessous du seuil de 50, du niveau de 50 qui fait office de niveau dans lequel, donc en niveau de contraction, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la zone euro et est-ce que, eh bien, même question, est-ce que la zone euro peut échapper à la récession en 2024 selon vous? La situation est plus problématique qu'aux États-Unis parce qu'il y a moins de marge de manœuvre du fait évidemment de la structure européenne. Si on regarde par rapport à cette année, la zone euro finit à peu près à entre 0,1 et 0,5%. La Commission européenne tape sur 0,6 à ma connaissance, mais le troisième trimestre 2023 fut négatif, avec moins 0,3% en zone euro. On peut avoir une nouvelle fois un dernier trimestre 2023 qui soit négatif, ce qui signifierait une récession. Donc là-dessus, la situation européenne l'économie européenne est davantage dégradée. Si on regarde aussi d'un point de vue des faillites, on est à plus de 18% à peu près. Il y a des pays européens où le nombre de faillites aujourd'hui atteint des niveaux semblables à ceux de la période 2008-2009, donc qui ont succédé à la crise des subprimes. À moyen terme, donc sur l'année 2024, moi je pense que je suis même convaincu que de nouveaux pays européens entreront en récession. Le chômage, on sait qu'il augmentera à peu près dans la plupart des pays européens, aux États-Unis aussi certainement. Et à long terme, dans la zone euro, c'est aussi très probable qu'on ait une croissance proche de zéro, un peu sur une décennie semblable à celle qu'on a eue en 2010, avec des politiques d'austérité qui reviennent et avec de facto une croissance très faible, une croissance atone. Une croissance atone. Julien, on va discuter crypto-monnaie maintenant, puisque 2024, selon les experts, s'annonce comme l'année des cryptos, et notamment du Bitcoin, hein, pour 2 raisons principales. La première, c'est le halving, hein, qui aura lieu en avril. La seconde, c'est la très probable commercialisation d'ETF spot Bitcoin par les principaux fonds d'investissement mondiaux. Il y a un autre facteur qui est mis en avant par certains. Est-ce que vous y croyez? C'est celui qui dit que, eh bien, comme la Fed va effectuer son pivot, ça va être bénéfique aux actifs risqués, dont fait partie le Bitcoin. Est-ce que ça vous semble correct, cette analyse? Je pense pas, non. Parce qu'en fait, si on regarde le Bitcoin, la manière dont il évolue, c'est selon les marchés qui eux-mêmes évoluent selon le bilan de la Banque centrale depuis maintenant plusieurs années, parce qu'on sait que les marchés sont extrêmement dépendants aux liquidités et à l'argent facile depuis la crise de 2008 à peu près, et surtout depuis 2019 et avec la crise du Covid. Le fait que les marchés étaient toujours dépendants de toujours plus de liquidités, on est sans soutien de la part des banques centrales, en particulier de la Fed, dans un espèce d'une baisse permanente en fait. Donc une hausse qui est artificialisée. En l'occurrence, les éventuelles baisses de taux en 2024 de la part de la Fed ont permis au marché récemment de reprendre et de progresser et d'augmenter de nouveau, tout comme le Bitcoin. Mais si on regarde depuis mars, la masse monétaire en circulation n'a pas diminué. Le bilan de la Banque centrale américaine a diminué, les taux ont augmenté, mais la masse monétaire en circulation n'a pas diminué. C'est ce qui a permis aussi au marché de stagner depuis la crise bancaire de mars, le Bitcoin aussi, puis ensuite de progresser à partir de la fin de l'année avec ces éventuelles baisses de taux. Comme je disais tout à l'heure, ce qui risque d'être interprété par les marchés en 2024, c'est que les baisses de taux traduisent une certaine fragilité. Et on sait que le programme de soutien de la Fed, qui avait été instauré en mars dernier à la suite de la crise bancaire, prendra fin en mars 2024, parce qu'il y avait une durée d'1 an. Même si rien n'empêche la Fed d'en instaurer un de nouveau, ça va évidemment entraîner une baisse de la masse monétaire en circulation et donc moins de liquidité sur les marchés, ce qui peut évidemment se répercuter à la baisse pour les marchés et donc évidemment pour le Bitcoin. Tout dépendra ensuite de la manière dont la Banque centrale, la Banque centrale répond à une éventuelle baisse et le Bitcoin aussi qui est encore extrêmement dépendant et des marchés et surtout de la Fed.
Eh ben, écoutez, merci Julien pour vos explications. Je rappelle que vous êtes analyste économique avec nous régulièrement sur TV Finance et ben, écoutez, c'est toujours très instructif de vous écouter. Julien, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous réitère mes vœux pour 2024. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 4 janvier 2024. À tout de suite.